Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est à nos côtés, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT-IM. Bonsoir Jeanne. Bonjour. Merci d'être là. Merci à Vincent Chéniaud d'être avec nous également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investments et Thierry Gill nous accompagne également ce soir. Bonsoir Thierry. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes président de Raymond James France et spécialiste du marché américain. Parlons des États-Unis pour commencer, sur le plan macro notamment. Jeanne et puis Vincent. Jeanne, dans le sillage notamment du rapport sur l'emploi de vendredi dernier, de l'ISM Service qui est sorti au cours de cet après-midi, en ce début de semaine, il faut se demander si l'économie américaine n'est pas en train de réaccélérer à ce stade. Alors, on va dire qu'elle n'a pas vraiment ralenti. Alors, il y a de temps en temps des perceptions de marché qui s'imaginent qu'il y a un ralentissement très appuyé. Aujourd'hui, c'est plutôt l'image d'une réaccélération. En fait, c'est une économie en croissance modérée, et d'ailleurs, elle se modère. On a quand même des signes, même dans les fameux rapports de l'emploi. On a des signes. Il y a un signe intéressant qui est la durée hebdomadaire du travail. Elle est tombée sur des plus bas niveaux. Ouais. C'est un signe précurseur objectif, c'est pas une enquête. Au sens de, c'est pas une opinion. C'est le nombre d'heures travaillées par semaine. En baisse de 0,6%, c'est ça, j'ai vu sur le mois passé. Et du coup, quand on regarde le salaire horaire, effectivement, il accélère, mais pas le salaire hebdomadaire. Qui lui décélère. Donc c'est intéressant. C'est des signes qu'il y a quand même un peu moins besoin. Après, il y a une enquête qui paraît en général avant les deux enquêtes officielles qui sont parues vendredi, c'est l'enquête ADP. Et cette enquête est intéressante parce que elle est basée sur les données réelles de l'entreprise ADP, sur les, je ne sais plus, il doit y avoir 700 000 sites qu'elle couvre. Alors, c'est échantillonné de façon adéquate au plan statistique, etc. La différence avec les deux grandes enquêtes nationales sont que les enquêtes nationales ont vu, depuis le Covid, leur taux de réponse chuter d'environ 20 points. C'est-à-dire que sur l'enquête qu'on dit payroll, l'enquête salariée, le taux de réponse est en gros à 40% de mémoire. Sur l'enquête ménage qui détermine le taux de chômage, elle est à 50% peut-être, ou 70% alors qu'elle était à 90% avant le Covid. Donc il y a eu... Et donc, ça jette un peu le doute sur, on va dire, la signifiance de ces enquêtes et leur pertinence. Elles sont un peu altérées, vous dites, ces enquêtes aujourd'hui. Depuis le Covid, elles pourraient être, en tout cas, donner des signaux un peu altérés. On ne sait pas très bien. On regarde les taux de réponse, on a vu qu'ils se sont dégradés, alors que l'enquête ADP, non. Il n'y a pas de concept de dégradation puisque ce n'est pas une enquête, elle échantillonne sur ses propres données. Et puis, il y a en plus des éléments qui s'ajoutent parce que c'était les données du mois de janvier, c'est la correction des variations saisonnières qui est une pratique usuelle en statistique, sauf que pour le mois de janvier aux États-Unis, elle est très forte. Et donc, selon qu'on regarde les données brutes ou bien corrigées, l'écart est absolument gigantesque. Du coup, il est possible que les données de janvier soient révisées par la suite. L'un dans l'autre, on a des signes que l'emploi se détend, mais c'est un processus lent et progressif. Et d'une façon générale, le ralentissement de l'économie américaine, comme l'emploi ralentit tout doucement et que les salaires font de même, il y a de quoi soutenir la consommation. Sans grande surprise, le ralentissement est très modéré. Ouais. Et d'ailleurs, quand j'avais trouvé intéressant ce que Powell a dit, puisque dans sa conférence de presse, il dit vu que mon objectif de plein emploi est rempli, pourquoi ne pas se donner le temps d'arriver à l'objectif d'inflation et pas avant ? Donc, il se donne le temps pour... voilà. Mais avec tous les caveats que vous mettez, l'image renvoyée par l'économie américaine reste quand même celui d'une bonne économie. C'est une économie résiliente, absolument. Alors, il y a, et c'est ce qu'on surveille de très près, c'est à quel point les entreprises vont changer leur fusil d'épaule et commencer ou pas
à licencier et à détruire des emplois pour préserver éventuellement leurs marges. On voit chaque annonce de résultats, il y a des programmes de restructuration ici et là. Alors toujours pas mal dans la tech, c'est Snap aujourd'hui qui va licencier, je sais plus, 10% de sa workforce, etc. Mais aussi dans d'autres groupes de consommation, c'est les cosmétiques aussi avec Estée Lauder aujourd'hui. Il y a à nouveau ce sentiment de voir les entreprises annoncer effectivement des plans de départ, on va dire. C'est toujours ce qui stimule, on va dire, les ajustements de l'emploi, c'est quand les entreprises ont une volonté de réduire la charge de personnel. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, cette volonté est un peu amoindrie parce que la productivité est bonne aux États-Unis, donc elle fait que le coût du travail est moins dur pour les entreprises et est ressenti de façon moins difficile, mais on sent quand même que la dynamique de création d'emplois ralentit. Alors, c'est moins que ce qui a été le cas à certains moments. Ce sera probablement corrigé en février pour être moins dynamique que ce qui était là, mais en gros, ça ralentit, mais très modérément. C'est presque un scénario idéal pour la Fed. Vincent, comment vous regardez cette macroéconomie américaine ? Malgré tout spectaculaire, effectivement. Et comment vous comprenez aussi l'état d'esprit du marché qui peut varier par rapport à cette situation économique. C'est vrai que trop de bonnes nouvelles, à un moment, ça peut générer une forme d'indigestion ou la crainte du retour de l'inflation, de la hausse des taux, etc. Et puis, on l'a vu vendredi, alors avec des chiffres qu'il faut prendre avec du recul et des pincettes, comme le disait Jeanne, malgré tout, sur une publication de plus de 350 000 créations d'emplois aux États-Unis, le marché action décide que là, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Oui. Non, en effet, comme Madame le dit, je pense que le débat mérite d'être tenu, ralentissement ou pas. La réalité, c'est que dans ce cycle, les indicateurs précurseurs ont envoyé des signaux plutôt erronés. La réalité, c'est que le cycle de crédit n'a pas joué comme il joue d'habitude. On a eu, par exemple, un resserrement très fort des conditions de crédit qui n'a pas conduit à un resserrement des conditions financières et un fort ralentissement de l'économie. Donc, on a une résilience exceptionnelle et certes, nous attendons toujours un ralentissement, mais il a tendance à être repoussé. Et la réalité, c'est que le marché, quand on regarde la distribution des probabilités, des scénarios possibles, le marché est en train de réduire très fortement la probabilité d'une récession ou d'un atterrissage forcé. C'est-à-dire que le marché est en train d'aplatir complètement cette queue de distribution parce que l'économie américaine n'en finit pas de surprendre à la hausse. Et j'en veux pour preuve, là, vous parlez de bonnes nouvelles qui pourraient être une mauvaise nouvelle, j'en veux pour preuve la décorrélation entre marché des actions et marché des obligations. Donc, de la fin juillet à la fin décembre, on a eu des marchés obligataires et actions très corrélés. Et en l'occurrence, c'est le signe d'un marché qui est dominé par la politique monétaire. Les anticipations de baisse des taux ont poussé à la fois le prix des obligations et des actions à la hausse. En ce début d'année, on a plutôt une décorrélation, c'est-à-dire que les taux longs ont plutôt remonté, et malgré ça, les actions continuent de monter. Et ça, c'est le signe plutôt d'un marché qui est dominé par le thème cyclique. La confiance dans la croissance, l'appétit pour le risque. Probablement, les questions de productivité également jouent, parce qu'on a ce débat avec les valeurs technologiques qui continuent de surperformer. Cette idée que le choc intelligence artificielle va créer un choc de productivité positive qui a tendance plutôt à faire monter les taux réels, mais plutôt bon pour les profits. Le point d'équilibre est plus haut. Pour une économie plus productive, le point d'équilibre est plus élevé. Mais là, en tout cas, dans la dynamique du marché, on voit une cassure assez nette depuis le début de l'année. Ce ne sont plus les espoirs de baisse des taux qui dominent, c'est plutôt le thème « oublions la récession ». La question de la productivité, comment vous la regardez à ce stade ? Les économistes m'expliquent que des gains de productivité sur un trimestre, ça ne veut pas dire grand-chose. Sur 2 trimestres, on commence à regarder jeter un œil. Sur 3, voire 4 trimestres, tiens, on se demande s'il n'y a pas quelque chose. Et c'est vrai que quand on mesure la productivité horaire aux États-Unis, on voit qu'elle est quand même 5-6% supérieure au niveau qui était atteint avant le Covid. Ouais. C'est à peu près exactement l'inverse de ce qu'on observe en zone euro et en France, par exemple. Est-ce qu'il y a là une forme de mystère effectivement à expliquer ? Comment on réfléchit à cette question ? Et est-ce qu'il y a un truc unique dans le monde qui est en train de se passer aux États-Unis et qu'on ne verrait nulle part ailleurs ?
Oui, c'est un peu étrange ce qui se passe en Europe parce qu'on ne peut pas contester qu'avec Covid, on a eu une accélération de la digitalisation et ça ne se voit pas en effet dans les chiffres de productivité. Donc, on s'interroge là sur la qualité des données. Ce qui est sûr, c'est que sur les 2-3 derniers trimestres aux États-Unis, on voit une accélération nette de la productivité. Alors, une hirondelle ne fait pas le printemps. 2 trimestres, c'est encore relativement récent. On était sur des tendances de productivité assez faibles aux États-Unis, sur les tendances de croissance de l'ordre de 1,5%. La stagnation séculaire, la grande modération, etc. Là, on a une accélération assez nette depuis 2 trimestres qui laisse penser qu'en effet, le choc technologique déjà est en train de produire ses effets. Alors, il y a beaucoup d'interrogations sur la vitesse d'absorption de ces nouvelles technologies. Donc il est encore un peu tôt pour comprendre, mais le marché, clairement, est en train d'acheter ce thème. Et je dois dire que les valeurs technologiques performent extrêmement bien. Et on a certains éléments qui rappellent peut-être la fin des années 90, le début des années 2000, les discussions sur une bulle potentielle. Je dois dire qu'il y a quand même une période que vous citez qui correspondait là aussi à une période de choc de productivité pour l'économie américaine. Oui. Je vois quand même jusqu'à la bulle effectivement .com, d'accord. Voilà, mais je vois une différence assez nette, c'est que aujourd'hui les valeurs technologiques dans l'ensemble délivrent. C'est-à-dire que les résultats sont excellents. Donc si on regarde la performance des profits relatifs par rapport à l'indice et la performance du prix des actions, on n'a pas des choses complètement délirantes. Thierry, ça c'est votre domaine, les résultats des entreprises, en tout cas le côté sectoriel et micro. Oui, vous confirmez, les résultats de la tech américaine sont impressionnants. On a eu quand même suffisamment d'exemples là, notamment au cours de la semaine passée, pour dresser ce constat aujourd'hui. C'est clair. Quelques chiffres, si vous prenez la croissance des profits, on va exclure Tesla, on va prendre les magnifiques 6 et pas les 7. Alors, on n'a pas encore Nvidia. Je note déjà que le groupe se rétrécit alors. Mais la croissance des profits Q4, c'est à peu près plus de 60%, 61,5% à peu près. Pour les Mac 6 ? Oui. Si vous excluez ces 6 valeurs-là, la croissance des profits, je ne devrais pas parler de croissance, la baisse des profits sur le Q4, vous êtes globalement sur du -9, -10. En glissement annuel. En glissement. Si vous agrégez sur un glissement annuel, ce qui est déjà été publié et de ce qui va être publié. À ce matin, il y a à peu près un peu moins de 50% des sociétés qui ont publié. Donc très clairement, c'est une concentration qu'on constate de semaine en semaine et qui n'arrête pas de s'accélérer. C'est un phénomène assez troublant d'ailleurs. C'est légitime, c'est déjà l'idée d'une bulle, en tout cas au moins l'idée de la construction d'une bulle. Sans que ce soit forcément le climax ou le pic de cette bulle. Non, je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de bulle, comme le rappelait Vincent à l'instant. Je veux dire, il y a 25 ans, on a connu cette période-là. Les sociétés ne gagnaient pas d'argent, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Les valorisations sont certes pas forcément cadeaux, mais elles ne sont pas hyper tendues. Si vous regardez en année calendaire, des acteurs comme Nvidia, vous êtes à 32 ou 33 fois de PE, alors ça paraît beaucoup pour des Européens, mais aux États-Unis, dans la tech, avec la croissance que connaît Nvidia, c'est pas hors de prix. Vous pouvez le faire sur Microsoft, vous êtes sur des PE de 33. Apple, vous êtes en dessous de 30. C'est sur des valos pas forcément cadeaux, mais qui ne sont pas hors de prix. Donc, bulle, je ne sais pas, l'avenir le dira. Mais en tout cas, les sociétés continuent à délivrer. Et puis, il y a ce changement de paradigme avec l'apparition de l'IA qui change beaucoup la donne. Le plus bel exemple, c'est que la plupart des gérants qui ont joué ces derniers mois, 2 acteurs qui étaient Microsoft et Nvidia pour l'IA, peu de gens anticipaient ce qu'a fait Meta. Est-ce que c'est un thème qui se décorrèle totalement du reste de l'actualité ? Je vois aujourd'hui les taux américains continuent de remonter. Nvidia prend encore 3%, quoi. Oui, je veux dire, on a l'impression d'une il y a un truc à part, quoi. C'est un thème que les investisseurs traitent à part du reste. Alors Nvidia monte aujourd'hui parce qu'elle est recommandée fortement par un de mes confrères avec une révision d'objectifs assez généreuse. Oui. Mais cela mis à part, d'autres boîtes de tech aujourd'hui sont un petit peu plus... C'est vrai. Souffrent un peu plus. Je ne sais pas s'il y a une totale décorrélation. Il y a d'autres secteurs qui marchent très bien. Sur le marché américain, je ne cesse ces derniers mois de dire, même si la plupart de nos clients veulent jouer le marché par le prisme des GAFAM, et ça peut être légitime, ne serait-ce que par gestion du risque, il faut quand même regarder ailleurs ce qui se passe. Et vous avez sur le
marché américain, des secteurs qui marchent très bien, une partie de l'immobilier, la thématique de l'assurance se porte très bien, les équipementiers d'infrastructures marchent très bien, il y a des tas de secteurs qui tirent très bien leur épingle du jeu. Vous êtes venu avec un graphique, Thierry, qu'on va pouvoir afficher, parce que vous dites qu'il y a plein de choses qui fonctionnent très bien, sauf qu'on arrive, et il faut nous expliquer effectivement ce que veut dire ce graphique, on arrive à des niveaux de concentration de performance qui sont proches des extrêmes, et notamment des extrêmes, si j'arrive bien à lire, de la fin des années 90, Thierry. Ce graphique remonte donc sur les 30 dernières années, et là où il est pertinent, c'est un travail qui a été fait par notre stratégiste. En dessous de la ligne que vous voyez sur la colonne verticale à 0%, chaque fois que la ligne orange glisse en dessous, c'est que vous avez une excessive concentration ou un marché qui en fait paye plutôt sur un nombre limité de titres. Voilà. Et on voit bien que en 99, vous voyez que cette ligne orange qui est très basse montrait l'excessive concentration du marché à l'époque sur des acteurs qui, certains sont plus forcément là aujourd'hui. Il y avait déjà Amazon à l'époque, il y avait des Cisco, il y avait des IBM, il y avait ce genre de sociétés. Et on voit au moment où il y a eu l'implosion de la bulle du Nasdaq en 2000. Il y a un phénomène élastique. Un renversement total. Renversement total, ça repart totalement dans l'autre sens. Et vous tombez sur, non pas une décennie, mais de 2000 à 2007, pratiquement jusqu'à la crise du subprime, avec une meilleure performance des acteurs dans les domaines des valeurs cycliques. Ça, c'est une tendance. Et puis après, alors, la période qui nous intéresse, on va aller tout de suite à l'extrême droite du graphique, où on voit que la ligne orange est très très basse, elle est pratiquement au niveau de 99. Ouais, c'est ça. D'où la question, il peut toujours y avoir un changement de paradigme, mais on pense, et on l'avait évoqué quand on s'était entretenu et qu'on avait parlé ensemble au mois de décembre dernier, est-ce que ça ouvre la porte au fait que... Alors, il faut rappeler que ce graphique compare l'indice S&P Equal Weight, équipondéré par rapport au S&P. Et la question est de savoir si effectivement on ne voit pas la porte à une possibilité ou un rattrapage d'un univers SMID, small cap ou mid cap. Voilà, je ne réponds pas. Nous, on pense que oui, même si c'est peut-être encore un peu prématuré, mais sur la base du graphique, c'est assez éloquent. Ouais. Comment vous regardez cette concentration de marché, au regard notamment de ce qu'on a pu décrire de l'économie américaine, qui va résiliente, comme vous disiez, Jeanne. Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de valeurs ou de secteurs qui en profitent d'une certaine manière ? Parce que je pense que la résilience est en grande partie liée aux distorsions pérennes de l'emploi depuis le Covid, donc qui ont du mal à se corriger, et à une augmentation des salaires, donc ça tire la consommation. Maintenant, pour un grand nombre d'entreprises, ça ne veut pas forcément signifier que les marges sont aussi bonnes qu'elles l'ont été par le passé. Il y a quand même une certaine pression sur les marges, alors qui ne se ressent pas, bien sûr, sur les grandes entreprises de la tech. Je voulais juste évoquer un petit quelque chose sur la productivité. Oui. Parce que il me semble que parfois on occulte le fait que les États-Unis sont inscrits depuis déjà 4-5 ans sur un grand cycle d'investissement qui augure toujours un cycle long de productivité et qu'il s'est fait, alors bien sûr il y a l'IA que vous évoquez sur les trimestres récents, mais il y a un grand cycle de productivité assez profond avec une caractéristique sur, bien sûr, tout ce qui est technologie de l'information, software, etc., mais aussi sur les structures, aussi sur les équipements. C'est un cycle important d'investissement qui finit par générer... Et ça, c'est un prérequis à une histoire de croissance de la productivité. On ne trouve pas d'exemple où on aurait une croissance de productivité sans avoir eu ce choc d'investissement. Pas durable. Pas durable, en tout cas. Non, pas durable. Oui. Ça pourrait être un épiphénomène sur un trimestre ou deux, mais pas durable. Ouais. Donc, il y avait quand même un grand cycle qui a été renforcé par un certain nombre de lois et autres actes qui visaient aussi le reshoring, l'investissement local, etc. Donc, il y a eu quand même des efforts importants sur l'investissement aux États-Unis qui génèrent ou qui permettent un cycle de productivité plus favorable aujourd'hui ici qu'aux États-Unis. Sur la concentration, pour nous, c'est une vulnérabilité. Mais comme vous le disiez à l'instant, quand on regarde le S&P équipondéré, si on regarde son PE, il est pas si cher que ça, quoi. T'as 15,5 ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'Europe, quoi. Non, quand même pas. L'Europe c'est encore en dessous, nous. Oui. Oui. On est encore en dessous. Oui. Bon.
Mais oui, donc c'est très compliqué. C'est une vulnérabilité de marché parce qu'en plus, on ne peut pas exclure un accident sur un des 7 magnifiques. Les 7 magnifiques, c'est 30% de la capitalisation de tout le S&P. Oui. Donc, mais comme le faisait remarquer Thierry, Tesla, on peut déjà mettre Tesla à part. En tout cas, Tesla, depuis le début de l'année ou depuis quelques mois, ne contribue pas. Oui, c'est ça. Elles sont peut-être déjà plus que 6 aujourd'hui. Sur ce phénomène de concentration de marché, qu'on a déjà décrit, commenté, analysé de nombreuses fois, Vincent, mais qui reste pour l'instant persistant. Ouais. Très persistant. Si on regarde depuis début 2023, en effet, le S&P a surperformé le S&P équipondéré de 16 points de pourcentage. 16 points, c'est considérable. En Europe, c'est un peu moins marqué. Si on fait la même analyse sur le MSCI Euro, on est à 6-7 points de différentiel. Mais là encore, les grandes valeurs dominent. Aux États-Unis, c'est considérable. Si vous prenez le S&P 500, donc les 500 valeurs du S&P, les 10 plus grosses valeurs, aujourd'hui, représentent près d'un tiers de l'indice. Les 30 plus grosses valeurs sur les 500 représentent la moitié de l'indice. Incroyable. Donc, c'est une concentration extrême qui rend la vie très difficile pour les gérants actifs sur les actions, parce que pour battre les indices, il faut être encore plus concentré. Et en termes de gestion du risque, c'est pas possible. Enfin, ou alors on s'affranchit de toutes les contraintes possibles. On est un particulier éventuellement pour faire ça, mais un professionnel peut pas se permettre ce genre de dérive entre guillemets. C'est très compliqué. Ouais, alors après, il y a des plus petites valeurs qui performent également très bien. Mais voilà, c'est quand même très difficile. Est-ce qu'il faut jouer contre cette tendance ? Effectivement, si on regarde ce graphique, c'est assez tentant. Ceci dit, voilà, encore une fois, c'est baqué par des résultats qui sont excellents. Puis il faut également garder en tête, si on reste toujours dans cette optique de baisse des taux et de baisse des taux longs, que les valeurs de croissance ont tendance à bénéficier de cet environnement de baisse des taux longs. Tout à l'heure, vous disiez, Thierry, en montrant le graphique, l'histoire devant nous, c'est potentiellement celle, effectivement, d'un retour à la moyenne ou d'un changement de leadership, pour dire les choses sur le marché. Mais vous disiez aussi, c'est peut-être trop tôt. Oui, alors, pour être tout à fait clair, moi, je pense qu'il faut rester investi sur ces valeurs, d'une manière ou d'une autre. C'est pas arbitrer l'un pour l'autre. La question est, je reprends toujours... pas question de sortir effectivement de l'investissement dans les grandes valeurs technologiques américaines. Elles ont beaucoup monté en 23. Je rappelle quand même une chose, c'est que si vous partez en vacances fin 2021 et que vous revenez 2 ans plus tard, globalement, les GAFAM, vous avez fait rien. Flat. Voilà. Donc il y a des années où ça baisse fortement, que c'était le cas de 22. Par contre, en 23, vous aviez raison de le souligner, la hausse était très forte. Moi, l'idée, je dis juste que notre travail, c'est un petit peu d'essayer de trouver des poches d'opportunités sur le marché. Et voilà. Et ce que j'attends simplement, c'est si on est sur un cycle, on l'évoquait tout à l'heure hors antenne, d'un possible no landing où on peut jouer sur les mots et qui justifie la remontée des taux, il va falloir jouer les cycliques. C'est-à-dire qu'on est dans un scénario presque idéal pour l'activité américaine. Et là, vous aurez forcément un rattrapage des small et des mid cap. C'est un univers qui leur correspond bien. Après, il faudra faire le travail, trouver les thématiques, mais c'est ce rattrapage. Pour ça que j'attends la fin de la saison des publis du Q4 qu'on aura, je pense, une dizaine de jours. Ça sera moins bien que les grosses, c'est sûr, mais ce qui nous importe, comme toujours en bourse, la bourse c'est une dynamique, c'est l'inversion, et je pense qu'on peut avoir peut-être des meilleurs trimestres devant nous. Je reviens au big tech quand même, parce que, il y a eu Meta aussi, le phénomène Meta, le grand retour de Meta qui s'était perdu un peu dans les limbes du métaverse en 2022 notamment. 2023, c'était The Year of Efficiency, nous disait Mark Zuckerberg. Visiblement, les résultats sont là. Et pas que chez Meta, d'une certaine manière. Ces grandes valeurs technologiques, alors certaines ont des histoires séculaires, Apple, Microsoft existent depuis très longtemps et se sont réinventées plusieurs fois. Meta, c'est une histoire jeune encore. C'est des boîtes qui n'ont jamais eu l'expérience ou le track record, justement, de restructurer, de baisser leurs coûts, de créer des plans de départ de certains de leur personnel, etc. Visiblement, elles apprennent à le faire et elles l'ont plutôt bien fait.
Oui, elles l'ont bien fait. Alors, on parlait tout à l'heure des sociétés qui annoncent probablement des programmes de licenciement. Zuckerberg a dit « je vais rembaucher cette année ». Lui, il a licencié il y a 1 an et demi déjà. Et c'est ce que le marché a payé sur l'année dernière, avec la plus forte hausse des GAFAM et avec un début d'année... Donc il a eu un temps d'avance par rapport à ce que les autres sont en train de réaliser peut-être aujourd'hui. Oui, il a surtout fait marche arrière sur le métaverse pour rappeler un chat. Et par contre, il va surfer sur l'IA, c'est certain. Et puis c'est une valeur qui n'était pas forcément perçue. Encore une fois, notre analyste a pris cet acronyme qui m'a fait sourire, il appelait ça les M&M. En fait, il parle de Microsoft, il parle de Nvidia, il parle de Meta, mais c'est vrai que c'est peut-être la troisième, on ne l'avait pas forcément, on avait les deux premières. Ah oui, non. Et ça sera amusant. On pensait que c'était dead money, Meta. Oui. Et puis beaucoup de gens ne voulaient pas investir dans cette société pour des raisons ISR. Voilà. C'est une valeur qui est en plein retour en France. On a mis ces considérations de côté pour l'instant. Oui. Bon, et un premier dividende. Enfin, c'est l'âge du dividende. La boîte a même pas 20 ans, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, rachat. C'est déjà premier dividende. Ça, c'est le début d'un changement de statut aussi pour Meta? Oui, parce que lorsqu'Apple l'a fait à l'époque, et les rares acteurs, tous ne payent pas des dividendes. Tesla n'en paye pas. De mémoire, il y en a encore d'autres. Mais celles qui l'ont fait, les performances qui ont suivi dans les mois suivants ont été plutôt assez bonnes. Parce que du coup, vous avez des tas de fonds aux États-Unis qui ne peuvent acheter des valeurs que si elles payent un dividende, même s'il est faible. Hein. On parle de moins d'1%. Et même et même un dividende en progression aussi également. Mais symboliquement, ça rentre du coup dans des cases, donc du coup la société est courtisée par des grandes gestions. Pour résumer un petit peu notre discussion sur les US, qu'est-ce qu'on peut dire du timing de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, et notamment à comparer au calendrier potentiel d'une banque centrale comme la Banque centrale européenne, Jeanne? Écoutez, nous, on n'a pas changé notre point de vue. On va dire qu'on tablait sur une baisse des taux en mai pour la Fed. 1er mai, donc. Je précise, mais la réunion, ce sera le 1er mai, je le dis pour tous ceux qui voudraient prendre leur 1er mai tranquille, quoi. Voilà, et donc a priori, pour être honnête, on disait mai-juin. Donc, bon, Monsieur Powell nous a dit probablement pas en mars, donc on arrive plutôt en mai. Bon, si jamais les chiffres d'emploi continuent d'être très forts, peut-être qu'il attendra peut-être juin, mais enfin bon, pour nous, il n'y a pas de grande surprise. La question est plus compliquée de notre point de vue pour l'eurozone, parce que, outre la stagnation d'activité que vous évoquiez, Madame Lagarde le dit très clairement, il y a une problématique de salaire qui, à mon avis, est davantage d'ailleurs une problématique de manque de visibilité sur les salaires. À chaque fois, on en reparle, ça doit faire un an qu'on parle de ce problème-là. C'est-à-dire qu'on regarde que les données du passé, de ce point de vue-là. Et vraiment passé. Et vraiment du très passé, oui. Donc on a ce fameux tracker que mentionne régulièrement la BCE. Alors on regarde les données, pour l'instant c'est pas encore ça. On n'est pas en ralentissement suffisant. On a le tracker Indeed là qui est pour décembre. Pour l'instant on serait au niveau à peu près de l'inflation des États-Unis, sauf que nous n'avons pas de gain de productivité, donc c'est beaucoup trop élevé. Et alors il y a un manque de visibilité sur cette donnée qui est étonnante, honnêtement. Mais après, c'est un constat et chacun essaye de trouver des éléments pour savoir si les salaires décélèrent. Pour l'instant, sur les données de janvier, l'inflation des services est étale, elle ne bouge pas, on est à 4. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Ce qui montre quand même que la problématique... Alors, la BCE craint cette fameuse boucle salaire, prix des services, etc. Et du coup, même si l'activité pourrait valider une baisse des taux prochaine, parce que l'inflation décélère très vite dans les données, cette crainte fait que la BCE devrait attendre pour nous peut-être un mois de plus. Avec, comme vous dites, une forme d'angle mort quand même sur les données salariales en Europe qui laisse entendre que la BCE aura peut-être jamais vraiment à sa disposition la donnée parfaite, idéale, qui lui permettra de compléter sa décision. Elle sera en retard. Ou alors il faudra qu'elle soit très en retard pour ça. Oui, alors ceci dit, Mme Lagarde s'est pas mal exprimée sur le sujet. Ils ont quand même des données qui remontent des banques centrales nationales et ils ont bon espoir d'en avoir d'ici le mois d'avril-mai, en effet. Mme Lagarde a cité également un élément rassurant, ce sont les enquêtes téléphoniques de la BCE auprès des entreprises. Les entreprises qui disent qu'elles ont plutôt tendance en ce moment à absorber la hausse des coûts en rognant sur les marges plutôt qu'en montant les prix.
Très bien, ça. Ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour les profits, Non. mais qui est plutôt rassurant d'un point de vue inflationniste. Ouais. Donc, on se projette vers une baisse des taux prochaine. Notre scénario, effectivement, c'est également le mois de juin pour la BCE. Mais on ne peut pas exclure un mouvement dès le mois d'avril. Bon, on a juin et mai également pour la Fed. D'accord. Le marché étant autant, je dois dire, nous révisons à la hausse et plutôt convergeons vers le consensus sur la croissance, autant le marché a plutôt tendance à converger vers nous en termes de baisse de taux. Nous attendons 100 points de base de baisse sur l'année, aussi bien de la Fed que de la BCE. D'accord. Le marché pratique un peu plus aujourd'hui, autour de 125, un peu plus pour la BCE, un peu moins pour la Fed. Mais le marché, en fin d'année dernière, pressait jusqu'à quasiment 175 points de base de baisse de taux de la Fed. Donc le marché est en train de réduire ses anticipations sous le coup de chiffres économiques qui, en effet, continuent de surprendre à la hausse. Il faut qu'on parle de la Chine. Gardez la parole, Vincent. Bon, le sujet est toujours le même, si ce n'est que rien n'avance. Moi, je regarde les données de marché. Le 10 ans chinois est tombé à 2,43% en fin de semaine dernière, plus bas depuis 2002. Ouais. Le MSCI China, qui a été créé en 1992, apporte une performance négative entre 1992 et aujourd'hui. C'est une manière de décrire... c'est une manière de décrire une situation que tout le monde connaît, à la fois conjoncturelle et structurelle, qui est particulièrement difficile pour la Chine. Je note quand même que ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a eu des efforts ou des intentions d'efforts très ciblés vers la stabilisation des marchés financiers venant du pouvoir chinois. Non seulement ça n'a pas marché, mais je crois que la séance qu'on a eue la nuit dernière en Chine, du point de vue des indices chinois, a été une séance catastrophique. Oui. On a vu un effondrement des small et mid-cap chinois. Voilà, même si on est remonté en fin de séance. Mais voilà, la volatilité encore. Non, les autorités chinoises, pour l'instant, n'arrivent pas à convaincre. Et les mesures du type interdiction du short selling, par exemple, en général, ne sont pas très bien perçues parce que ce sont des mesures coercitives, mais ce que veut le marché, ce sont des nouvelles sur la politique économique et sur leur capacité, effectivement, de générer ce rebond de la croissance en Chine. Et pour l'instant, il y a un grand scepticisme en la matière. Et comme, effectivement, le marché chinois, c'est l'éléphant dans la pièce quand on parle d'actions émergentes, les actions émergentes continuent de surperformer. Alors, on avait plutôt tendance à sous-performer très, très fortement contre les marchés développés. On avait plutôt tendance à penser que après 3 ans de crise immobilière en Chine, avec les baisses de taux de la Fed qui se profilent, on pouvait être un peu plus optimiste en la matière. Pour l'instant, ça reste très difficile parce que... la fenêtre ne se rouvre pas, là. Non. Sur la Chine, chose de définitif. On peut faire que ce constat. Alors, je sais pas s'ils ont mis en œuvre, ils envisageaient. Non, il y a des intentions. Alors, il y a eu des mesures annoncées, et puis il y a eu l'intention d'un fonds de stabilisation. Voilà. C'était la rumeur d'il y a 15 jours, effectivement. Le plan de stabilisation, s'il est mis en œuvre, pourrait. 300 et quelques milliards, quoi. C'était le chiffre qui. Non, on parle peut-être pas de la même chose, je sais plus. C'était un peu plus quand même. Ah ben en yuan, oui, c'était. Oui. Je parlais en dollars. 3,24, oui, c'est ça. Oui. Bon, 350, 400 milliards de dollars. Quoi. Il avait eu c'est un plan équivalent qui avait été mis en place il y a une dizaine d'années, qui avait quand même permis d'améliorer les choses. Mais bon, il y a, comme dans tous les pays où il y a eu une crise de l'immobilier, il faut un certain nombre d'années pour que ça se résorbe. Et là, les autorités sont assez timides quand même dans leur soutien. Et bon, voilà. Alors, c'est un marché dont on pourrait dire qu'il est très, très attractif si on regarde les résultats des entreprises et la valorisation, parce qu'ils se payent vraiment pas très cher. Alors, de temps en temps, on peut peut-être avoir un petit sursaut, mais pour l'instant, les autorités n'arrivent pas à convaincre. Je pense que ça a été dit, il n'y a pas... plus intéressant. Non. C'est déjà... non, mais c'est juste pour faire un... Peut-être ça fait un peu de bascule avec le Japon. Point. Vous parliez de la baisse des taux longs. Ceci dit, en général, c'est suivi par une accélération sur l'impulsion de crédit. Et là, on voit que ça commence à tourner à ce niveau-là. D'accord. Donc ça, c'est quand même porteur d'espoir. D'accord. Après,
l'élément qui est, à contrario, plutôt inquiétant, c'est qu'on parle de déflation en Chine et du risque qu'ils exportent cette déflation. Et du coup, ça pourrait accélérer la désinflation dans le monde occidental et du coup, la baisse des taux, ce qui peut être une bonne nouvelle, mais pas forcément, là encore une fois, sur les profits. Est-ce qu'il est le moment qu'on parle de Donald Trump, Thierry ? Non, c'est toujours intéressant d'en parler. C'est toujours intéressant de suivre ce que fait Donald Trump. Ça part dans tous les sens, mais on connaît le personnage désormais. Est-ce que c'est déjà le moment pour des investisseurs de commencer à considérer des scénarios Trump 2.0, ce que ça veut dire pour les États-Unis, pour le reste du monde, etc. Alors, on peut tout envisager. J'ai tendance à dire, comme je le dis à mes clients, que construire un scénario avant les élections, enfin, de début mars, ça va être compliqué. Le fameux Super Tuesday, on aura le discours de politique générale de l'État de l'Union du président. Il y a pas mal d'échéances début mars. Il y a encore un doute sur le fait que Trump sera le candidat républicain. Non, il n'y a aucun doute. Simplement, on veut savoir quelle sera l'amplitude de la victoire, parce qu'encore une fois, c'est le momentum qui compte, quoi. Oui, et puis encore une fois, ce sont des collèges finalement de grands électeurs qui, quelque sorte, finissent par voter. Donc, souvenez-vous, il y a 4 ans, tout le monde donnait Trump vainqueur, c'est Biden qui l'a emporté. Aujourd'hui, la question, elle est d'abord, au-delà de savoir qui sera le président, où seront les majorités au sein des chambres. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a... Si on regarde les fameux swing states, il y a plus de chances qu'aujourd'hui, Trump l'emporte. Mais encore une fois, tout va se passer du côté de l'état de l'économie, comme ça se passe toujours aux États-Unis. C'est ce qui va, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de course contre la montre. Et quand on sait en plus que Trump a officiellement annoncé la semaine dernière que s'il était réélu, il ne renouvellerait pas le mandat de Powell, je pense que la Fed, même si elle va le démentir, fera tout pour faire en sorte que l'économie se porte bien. Donc, il ne renouvellera pas Powell, c'est ce que j'ai compris venant de lui, de Trump, parce qu'il estime que Powell est en train de lui préparer un coup de jarnac en baissant les taux à quelques mois de l'élection présidentielle pour faciliter l'atterrissage ou la réélection de Biden. C'est du Trump, c'est une partie de billard et du bande. Voilà. Et j'imagine bien que si Trump arrivait à la Maison-Blanche le 5 novembre, ou en janvier 2025, le premier truc qu'il demanderait à Powell, ce serait des taux peut-être plus bas. Oui, c'est possible. Mais les conditions ne sont pas celles encore une fois, de l'élection de Trump à l'époque. Ça fera donc maintenant il y a 8 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, les conditions étaient assez différentes. Ça a été une surprise. D'abord, il a été élu avec moins de voix que n'avait gagné Hillary Clinton, qu'importe. Mais les marchés avaient fini par pricer, et c'est pour ça que le marché avait remonté assez rapidement sur le fait des baisses d'impôts qui étaient dans son programme. Là, la donne, on la connaît, et la question, c'est comme l'homme est assez fantasque, et de savoir qu'est-ce qu'il va annoncer et quelle sera sa vengeance ou pas. Ça va être compliqué à gérer. Est-ce qu'il y aurait encore des marges de manœuvre pour refaire le coup de 2016, la baisse d'impôts ? On a un déficit quand même là qui est plus le même aux États-Unis, Jeanne. Oui, on est sur des déficits. Est-ce que le marché suivrait Trump ? Qui serait aux alentours. Mais la question, c'est qu'en fait, que ce soit Biden ou Trump, on ne peut pas attendre. Ouais. Non, on ne peut pas attendre de réduction des déficits. Dans un cas, ce serait baisse d'impôts, dans l'autre, ce serait augmentation des dépenses. Donc, ça ne va pas changer la donne. Les États-Unis tournent sur un déficit qui serait aux alentours de 7,5% du PIB l'an prochain. Donc, c'est quand même considérable, dont une grande partie est liée au service de la dette, à peu près la moitié. Donner les ordres de grandeur. C'est ça qui devient dingue. Il faut quand même, voilà, le déficit primaire est toujours aux alentours de 3,5, mais après s'ajoute le service de la dette, puisque les taux ont remonté. Donc, alors, est-ce que ça change la donne de ce point de vue-là ? Non, je ne pense pas. Après, il y a peut-être des secteurs qui peuvent être privilégiés. Alors, au sein de la santé, il y a toujours certains titres qui profitent davantage des politiques démocrates que républicaines, avec des nuances, on va dire. En général, les valeurs de défense sont un peu favorisées, on va dire l'énergie aussi, quand ce sont les républicains qui profitent. D'aucuns disent que tout ce qui est marijuana, etc., ça profiterait du côté Biden. Voilà. Non, mais j'ai des recommandations. Oui, mais c'est les marchés en 2024. La marijuana est cotée en 2024, évidemment. Bon, après... Je ne sais pas, je pense qu'il y a des incidences quand même pour l'Europe, puisqu'il y a des messages quand même clairs, ou en tout cas répétés, de Trump, comme quoi, en fait, qui pourrait limiter la contribution américaine à la défense de l'Europe, on va dire. Ah bon, oui, il considérera toujours qu'on n'a pas fait notre devoir, quoi, de ce point de vue-là. Depuis 2016, j'imagine, ou 2020, j'imagine qu'il... Voilà. Donc ça peut avoir des incidences.
Vincent, vous disiez? Oui, non, il n'a pas changé d'avis. Non, oui. Oui, et puis surtout, il n'a pas changé, et surtout que l'Europe n'a pas fait grand-chose sur le plan de la construction d'une défense. Alors, il y a des efforts, hein. Oui, mais il y a une prise de conscience, mais voilà. Dans les sondages, Trump a 3-4 points d'avance sur Biden dans un match à 2. Par contre, il faut considérer que sur les paris, il y a un écart de quasiment 10 points. Et notamment, le marché est en train d'intégrer la possibilité d'un match à 3 avec la montée de Robert Kennedy Jr., qui potentiellement, alors il est en train d'obtenir les signatures pour pouvoir être un candidat indépendant dans l'ensemble des États. Il semble qu'il pourrait davantage prendre à Biden qu'à Trump. Et donc effectivement, ça joue plutôt à la défaveur de Biden. Ensuite, effectivement, la question c'est comment réagirait le marché à une victoire de Trump. Effectivement, les déficits aujourd'hui, c'est 7-8% du PIB, le déficit public, contre 3-3,5% quand il est arrivé en début 2017. Donc il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. Et dans le même temps, il promet d'augmenter les taxes à l'importation de 10% sur l'ensemble des importations, ce qui est quand même un coup très dur au commerce international. Donc on peut s'interroger sur ce consensus qui dit que Trump, en effet, est une bonne nouvelle pour les actions. C'est pas une très bonne nouvelle pour les obligations et potentiellement, ça peut limiter la baisse des taux longs américains. Bon, oui, on regarde maintenant chaque adjudication du Trésor américain. On surveille ça de près et je crois qu'il y a encore 2 trillions à émettre pour le reste de l'année par le Trésor américain. Merci à vous trois. On s'arrêtera là pour ce soir, pour ce tour d'horizon de la situation des marchés financiers et de l'économie mondiale avec nos invités ce soir. Jeanne Asraf-Biton, je le rappelle, BFTIM, Vincent Chéniaud, General Investments et Thierry Gill, Raymond James France.